La nuit dernière a été l'une des plus effrayantes de ma vie. Il était 22h30, le bébé venait de se coucher, et j'étais dans ma chambre, essayant de m'endormir. Puis, tout à coup, la sonnette retentit. 22h30, qui peut bien sonner à cette heure-là? Ça va réveiller le bébé et je commence à m'énerver tout en étant un peu secoué. Je jette un œil par le judas, et je vois deux hommes qui semblent avoir entre 20 et 25 ans. À ce moment-là, je suis vraiment effrayé. Pourquoi deux inconnus sonnent et frappent à ma porte à 22h30, surtout la nuit d'Halloween? Je suis resté figé un moment et les ai juste observés. Ils continuaient de sonner et de frapper. Je suis retourné précipitamment dans la chambre pour prendre mon téléphone. J'ai appelé mon fiancé, mais il n'a pas répondu, car il dormait et se trouvait à 6 heures de route pour un exercice militaire. Ils ont continué de sonner et de frapper pendant presque 5 minutes sans abandonner. Finalement, mes sens ont repris le dessus et j'ai appelé la police sur la ligne non urgente. Je n'ai pas appelé le 911 car je n'étais pas certaine que cela relevait d'une urgence. Je ne savais pas ce qu'ils voulaient. Juste au moment où le répartiteur prenait mon nom et mon adresse, ils sont finalement partis. J'ai dit au répartiteur d'annuler le rapport et il m'a répondu que si ces hommes revenaient, je devais appeler immédiatement le 911. Je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie. J'étais seul chez moi avec un bébé pendant que mon fiancé était loin. Je ne m'étais jamais senti aussi menacé dans ma propre maison. Mon fiancé espère qu'ils essayaient peut-être juste de faire une farce à quelqu'un ou qu'ils étaient ivres et essayaient d'entrer dans le mauvais appartement, mais mon instinct me dit qu'ils n'avaient été rien d'amical, et mon instinct a souvent raison. Je me sentais presque sans défense chez moi, et je n'allais certainement pas ouvrir la porte à deux inconnus que je n'avais jamais vus auparavant. Encore aujourd'hui, je tremble. Je n'ai aucune envie de sortir de l'appartement. J'espère vraiment qu'ils ne reviendront pas. Aux alentours d'Halloween, quand j'avais 11 ans, je suis allé dans un sentier hanté avec quelques amis de mon cours de karaté. C'était un lieu plutôt haut de gamme pour ce genre d'attraction hantée. Vous savez, le genre avec une billetterie chauffée, des stands de concessions, et un foyer où les acteurs pouvaient faire des pauses, et où les personnes en attente pouvaient se réchauffer. Le gars qui nous introduisait au sentier nous a expliqué dès le départ que les acteurs présents sur le parcours n'étaient pas autorisés à nous toucher, et que s'ils le faisaient, ils seraient renvoyés immédiatement. Nous avons donc commencé la première partie du parcours, où il y avait différentes structures à thème et des zones aménagées, avec quelques sentiers serpentants à travers les bois. Les chemins étaient éclairés par des guirlandes lumineuses rouges et des chaînes métalliques délimitèrent le parcours. À ce stade, il n'y avait pas encore beaucoup d'employés sur le sentier, juste des zones thématiques au début et à la fin. Le plus long sentier à travers les bois menait de la zone des clowns jusqu'à celle où des acteurs équipés de tronçonneuses nous attendaient vers la fin du parcours. Ce qu'il est important de savoir sur cet endroit, c'est que tout était très professionnel. Les costumes et les accessoires que j'ai vus semblaient en provenir directement de séries comme American Horror Story ou de films à gros budget comme Saw. Les clowns portaient des costumes à l'ancienne, très réalistes et vieillissants, et ils étaient maquillés, pas masqués. Quelques mètres après avoir quitté la maison des clowns, un clown est sorti des bois, mais il ne ressemblait en rien aux autres. Il portait un costume en polyester de mauvaise qualité, avec un masque en caoutchouc qui ne devait pas coûter plus de $20. Les taches de faux sang sur son costume ressemblaient à du ketchup, contrairement au rouge foncé qui teintait les costumes des autres clowns. À l'époque, j'avais de très longs cheveux blonds platine, et cet homme s'est approché de moi en trébuchant et a tiré sur mes cheveux, les tenant bien haut. Puis, il a sorti un couteau de cuisine bien réel, ni peint, ni rouillé, juste un couteau ordinaire d'environ 25 cm avec un manche sombre. Il a approché son masque tout près de moi, et je pouvais sentir l'odeur de whisky et de cigarette à travers son masque. D'un accent du sud très marqué, il m'a dit « T'as de sacrément beaux cheveux, je crois que je vais m'en prendre un peu. » Il a posé sa main, celle tenant le couteau, sur mon épaule. À ce moment-là, je faisais une crise d'angoisse silencieuse, complètement pétrifiée, mais j'ai réussi à m'arracher à son emprise. Je lui ai écrasé le pied et je me suis enfui.
Heureusement, il a lâché le couteau, qui a émis un léger bruit métallique en touchant le sol. J'ai entendu son cri de douleur alors que je courais encore, et j'ai vu qu'il retournait dans les bois, loin du sentier. Je n'ai plus jamais entendu parler de lui. Quand j'étais petit, je pensais simplement que c'était un acteur qui n'avait pas bien compris les règles. Mais en grandissant, j'ai réalisé deux choses. D'abord, son costume de mauvaise qualité et son vrai couteau n'auraient jamais été autorisés dans cette maison hantée. Ensuite, en comprenant mieux la région autour de ce sentier hanté, j'ai découvert qu'il y avait une caravane dans cette direction, connue pour abriter des rednecks ivres et des trafiquants de méthamphétamine. Je ne pense vraiment pas qu'il était censé être là. Halloween est ma fête préférée, et elle l'est toujours malgré les événements qui se sont déroulés un soir d'Halloween glacial, lorsque j'avais 16 ans. À cette époque, je vivais avec mes parents, mon frère cadet, mon demi-frère aîné et mon cousin dans une grande mais vieille maison située dans un cul-de-sac, près de la rue principale du village où nous habitions. Derrière la maison, il y avait une ruelle bordée d'immeubles, et notre immense jardin donnait sur ma chambre située au sous-sol. Nous vivions dans une petite ville où la criminalité semblait être minime, alors je m'étais préparé à profiter pleinement de la meilleure journée de l'année. Ce n'était pas seulement ce qui s'était passé cette nuit-là qui m'a marqué, mais surtout ce qui est venu après, ainsi qu'un petit incident qui s'était produit quelques jours avant. En effet, quelques jours avant Halloween, mon demi-frère et mon cousin étaient rentrés chez nous pour découvrir un camion rempli de gars en train de prendre des photos de notre maison. C'était étrange, mais lorsque nous les avons approchés, ils semblaient sympathiques et ont complimenté notre décoration d'Halloween, qui, il est vrai, était raté réussi. Les hommes sont repartis rapidement sans incident, et nous les avons vite oubliés. Mon demi-frère et mon cousin ont refait surface dans l'histoire la nuit d'Halloween elle-même, lors du grand événement. Vers 3 heures du matin, après avoir passé la soirée à boire avec leurs amis, ils avaient tous deux laissé leurs voitures respectives et bravé la marche glaciale pour rentrer chez nous à pied. Mon cousin est arrivé le premier, mais il n'a pas réussi à insérer sa clé dans la serrure de la porte. Alors, il s'est simplement assis sur le banc du Porsche en attendant l'arrivée de mon demi-frère. Ce dernier est arrivé environ une demi-heure plus tard, et après avoir ri un bon coup de la maladresse de mon cousin, il tenta à son tour d'ouvrir la porte. Aucun succès. Ils se résignèrent alors à appeler ma mère, la réveillant pour qu'elle leur ouvre. Évidemment, elle n'était pas ravie d'avoir à ouvrir la porte à une paire d'idiots ivres à cette heure de la nuit et ne crut pas un instant à leur histoire de serrure défectueuse. Pourtant, ils insistaient, et pour les faire taire, elle finit par céder et essaya sa propre clé. Elle non plus n'arrivait pas à l'insérer dans la serrure. Agacée, fatiguée et désormais perplexe, elle décida que ce serait un problème pour le lendemain et tout le monde partit se coucher. Une autre personne était rentrée tard cette nuit-là, moi. Cependant, j'étais rentré bien plus tôt qu'eux et étais déjà au lit vers minuit. Je me réveillais aux alentours d'1 heure du matin, encore fatigué, mais avec une étrange sensation d'anxiété. Je ne comprenais pas pourquoi au début. J'essayais de me convaincre que je m'étais probablement laissé emporter par l'esprit de la fête et que je m'étais effrayé tout seul. Mais c'est alors que je remarquai une ombre. Elle avait la forme parfaite d'un homme et se projetait sur ma fenêtre. Je me suis tourné vers ma lampe de chevet, l'ai allumée, et l'ombre disparut instantanément. Cela n'était pas inhabituel de voir des ombres de gens passer innocemment dans la ruelle, et je me suis dit que ce n'était que ça. Mais ce n'était pas tout. Le lendemain, en rentrant de l'école, je découvris que mes parents étaient à la maison, ainsi qu'un serrurier et la police. Mes parents étaient là parce que, bien sûr, c'était chez eux. Le serrurier, lui, était là parce que ma mère l'avait appelé en raison du problème persistant avec la serrure. Quant aux policiers, ils avaient été appelés par mes parents et le serrurier. Ce dernier avait réussi à retirer la pointe d'un couteau de notre serrure. J'étais soulagé de constater que c'était là que la pointe du couteau s'était retrouvée. Mais en même temps, ils avaient découvert que 2 de nos moustiquaires avaient été lacérés, l'une sur la fenêtre du garage et l'autre sur la fenêtre de ma chambre. Cela s'est passé en 2014.
Je suis sorti pour une soirée d'Halloween pendant ma première année d'université. Je portais des bottes à talons hauts et une veste en cuir. Au fil de la soirée, un peu ivre, j'ai fini par enlever mes chaussures, car elles étaient très inconfortables, et je les ai laissées à la table de notre groupe. À la fin de la soirée, après avoir presque dansé jusqu'à retrouver ma sobriété, je suis retourné à notre table. Cependant, nos amis avaient donné la table à quelqu'un d'autre, et mes bottes ainsi que ma veste avaient disparu. Quelqu'un les avait volées. Tant pis, elles n'étaient pas si chères, et je les portais rarement de toute façon. Mais je devais marcher pendant 15 minutes pour rentrer à mon logement universitaire. Je n'avais pas d'argent pour un taxi, alors j'ai pensé que je rentrerais simplement à pied, lentement. J'ai demandé à un gars du groupe, celui que tout le monde détestait, s'il pouvait juste m'accompagner parce qu'il était grand. Il a ri, m'a dit non, puis est parti en traînant la seule autre fille qui était également pieds nus. Me voilà donc, marchant seul, pieds nus, dans le centre-ville animé, essayant d'éviter les morceaux de verre sur le trottoir. Tout le monde était tellement loin devant que je ne pouvais même plus les voir, mais j'ai continué à avancer. J'étais à mi-chemin de chez moi quand un homme d'origine moyen-orientale m'a arrêté. La ville était très multiculturelle. Il m'a demandé si tout allait bien et j'étais reconnaissante que quelqu'un se soucie de mon état. Il m'a proposé de m'accompagner chez moi et j'ai accepté au moins pour une partie du chemin. Il était très gentil et m'a dit qu'il s'appelait Omar. Cependant, il a commencé à me dire à quel point il me trouvait belle et à quel point il était chanceux de m'avoir rencontrée, ce qui m'a un peu mise mal à l'aise. Lorsque je me suis approchée de chez moi, je l'ai remercié et lui ai dit que je pouvais finir le chemin toute seule. Il s'est instantanément vexé. « Tu ne veux pas m'inviter pour une tasse de thé pour me remercier ?» Je lui ai répondu que non, car je ne le connaissais pas. Il a gardé mon poignet dans sa main. « Alors, je peux au moins avoir un baiser pour m'avoir aidé ?» J'ai de nouveau refusé, mais il a resserré son étreinte. « Et un câlin pour être ton ami, ça ira ?» À ce moment-là, je voulais juste qu'il me lâche, alors j'ai accepté à contre-cœur de lui faire un câlin. Il m'a alors attrapé et a essayé de m'embrasser, mais j'ai serré les lèvres, et à la place, il m'a léché le visage. Je me suis finalement libéré, et j'ai commencé à marcher. Mais il m'a suivi. J'ai accéléré le pas, et il en a fait autant. J'ai alors arrêté de faire attention aux morceaux de verre par terre, et j'ai commencé à courir, terrifié, en entendant ses pas derrière moi. J'ai sorti mon téléphone, et j'ai appelé mon ami Robert, le suppliant de venir m'aider. Omar ne me suivait plus à ce moment-là, mais j'avais besoin que quelqu'un soit avec moi pour me sentir en sécurité. Robert a accepté et est venu à ma rencontre avec un couteau, au cas où Omar serait encore là. J'ai raconté aux gens de mon groupe ce qui s'était passé cette nuit-là, et ils étaient horrifiés de m'avoir laissé seul. Je suis rentré chez moi pendant une semaine, car j'étais vraiment secoué. Depuis cet incident, quand je sors la nuit, je m'assure toujours que tout le monde reste près de moi pour que cela ne se reproduise jamais, ni pour moi, ni pour quelqu'un d'autre. Alors oui, Omar, j'espère que nous ne nous reverrons jamais. Cela s'est passé un soir d'Halloween. J'avais 11 ans. Mon ami et moi avions décidé de faire du porte-à-porte pour demander des bonbons. Oui, on était un peu trop grands pour ça, mais on voulait juste profiter de quelques friandises gratuites. Je vivais dans un quartier très chic, l'un de ceux où tout le monde distribue des barres chocolatées de taille normale. Il n'était donc pas inhabituel d'avoir beaucoup de monde qui venait pour Halloween. Cependant, cela signifiait aussi que chaque maison avait un jardin d'environ 1 hectare. Donc il fallait environ 3 minutes pour marcher entre chaque porte. La soirée était parfaite pour Halloween. Il ne faisait ni trop froid, ni trop chaud, et il ne pleuvait pas. Ce détail est important pour plus tard. Il commençait à être 20h30, et après avoir traîné un moment autour du terrain de golf, en admirant notre collecte de bonbons, nous avons décidé de rentrer chez nous et d'arrêter là pour la soirée. La rue où j'habitais formait un grand U, avec un trajet d'un peu plus de 800 mètres du début du U jusqu'à l'autre côté. Nous marchions vers la fin du U, la partie la plus éloignée de chez moi, car nous voulions prendre le chemin le plus long, vu qu'il faisait si bon. Il devait être autour de 21h,
et plus personne n'était dehors à ce moment-là. Les gens avaient éteint leur lumière de Porsche, le signe universel qu'il n'y avait plus de bonbons à distribuer. C'est à ce moment-là que nous avons remarqué une camionnette blanche garée dans la rue. On a plaisanté en disant que ça ressemblait à la typique camionnette de kidnappeur, avec ses vitres peintes et tout. Puis, nous avons remarqué qu'elle venait de se décaler de son stationnement et avançait lentement dans la rue, se garant devant la maison suivante. Oh, ils doivent avoir des enfants qui font du porte-à-porte, ai-je pensé. Ce n'était pas rare que des gens conduisent leurs enfants de maison en maison dans notre quartier, vu que les maisons étaient très espacées. Mais étant donné qu'il était 21 heures et que la météo était si agréable, c'était tout de même un peu bizarre. Nous avons vérifié à plusieurs reprises et il semblait simplement s'arrêter de maison en maison, comme d'habitude. Nous avons alors fait demi-tour et continué à marcher tranquillement, discutant de tout et de rien. C'est à ce moment que nous avons entendu un crissement de pneus et la camionnette a avancé à nouveau, se garant cette fois à seulement 2 maisons de nous, de l'autre côté de la rue. Encore une fois, c'était étrange de voir quelqu'un faire du porte-à-porte à cette heure, mais nous n'y avons pas prêté plus attention. C'est à ce moment-là que nous avons réalisé une chose. Aucun enfant n'était sorti de la camionnette, pas une seule fois. C'était avant que j'aie mon premier téléphone, et nous étions à environ 15 minutes de marche de chez moi. Un peu perturbés, nous sommes allés à la porte la plus proche, avons sonné et tendu nos sacs, essayant d'agir comme si de rien n'était. Une femme a ouvert la porte, juste une petite ouverture, et s'est mise à nous gronder pour être venue demander des bonbons aussi tard. Puis elle a claqué la porte avant que nous ayons pu dire un mot. « D'accord, merci bien madame. » En nous retournant, la camionnette était juste là, garée dans le mauvais sens de la rue, sur notre côté. Les vitres étaient teintées, donc nous ne pouvions même pas voir qui conduisait. Essayant de garder notre calme, nous nous sommes éloignés de la porte et avons continué à marcher dans la rue, en direction d'un cul-de-sac qui forme une petite boucle sur le côté du Grand U. Si vous coupez par cette boucle et sautez quelques clôtures, vous pouvez arriver directement à la porte arrière de chez moi. La camionnette a pris le même chemin. À ce moment-là, nous avons su qu'elle nous suivait, car il n'y avait aucune raison pour qu'elle s'engage dans cette rue. Nous avons alors commencé à courir. Je ne suis pas du tout athlétique, mais j'ai sauté ces clôtures comme une véritable athlète olympique. Nous avons couru jusqu'à chez moi, avons verrouillé toutes les portes et avons paniqué en nous asseyant dans le hall d'entrée. À peine 5 minutes plus tard, la camionnette passait lentement devant ma maison. Nous avons mangé des bonbons pour calmer nos nerfs et avons réfléchi à ce qui aurait pu se passer si nous n'avions pas été attentifs à notre environnement. Alors oui, homme de la camionnette blanche effrayante, avec ton véhicule typique de film d'horreur, j'espère vraiment qu'on ne se reverra jamais. Cela s'est passé quand j'étais au lycée. À l'époque, je travaillais à temps partiel dans une épicerie, et il était devenu une tradition pour un groupe d'entre nous d'aller à une sorte d'attraction hantée pour Halloween. La première année, nous sommes allés dans une forêt hantée, puis l'année suivante dans un labyrinthe de maïs hanté, où j'ai commencé par tomber la tête la première dans une flaque de boue. Sérieusement, c'était dès le début. Ensuite, il y a eu des moments où nous avons été coincés dans une sorte de cabane remplie de personnages de Jason Voorhees, puis poursuivis par un type déguisé en Leatherface. C'était juste amusant. Si je trouve le bon forum, je pourrais peut-être raconter ces histoires un jour. Bref, je crois que c'était notre 3e année à faire ça, et cette fois, nous étions en route pour une usine hantée dans une ville voisine. C'était avant l'ère des smartphones, donc nous comptions sur des instructions imprimées. À cause de la taille de notre groupe, nous devions voyager dans 3 voitures, et j'étais dans la dernière avec mes collègues Noël et Jeanne. Malheureusement, nous nous sommes perdus parce que les personnes en tête du groupe étaient vraiment mauvaises en navigation, et nous avons fini dans un quartier plus difficile de la ville. À un moment donné, nous sommes passés devant un parking et j'ai entendu quelqu'un crier. Nos voitures se sont ensuite retrouvées séparées du reste du groupe à un feu rouge, et quand il est passé au vert, nous avions perdu tout le monde. Nous avons roulé un moment en essayant de nous retrouver, tout en nous appelant au téléphone pour nous guider. J'étais à l'arrière de la voiture parlant à quelqu'un dans la première voiture, Laura, et essayant de donner des indications à Noël, notre conductrice, pendant que Laura faisait de même avec son mari, qui conduisait leur voiture.
Cela ne fonctionnait pas très bien. Finalement, j'ai dit à Noël, « Arrête-toi quelque part et laisse-les venir nous chercher. » Il y avait beaucoup d'endroits où Noël aurait pu s'arrêter, comme un Burger King ou un parking de bureau, mais elle a choisi le parking d'un bar louche. Pourquoi? Aucune idée. Peut-être parce qu'il y avait un grand panneau lumineux d'une banque à proximité qui pouvait servir de point de repère pour que les autres nous trouvent. Nous étions donc là, à attendre dans ce parking, quand une file d'environ 7 voitures est arrivée dans le bar. Ce n'était pas si surprenant puisque c'était un vendredi soir, mais elles ne se sont pas garées normalement. Non, elles nous ont complètement encerclés, leurs capots pointant vers nous. Comme elles étaient si proches, il n'y avait aucun moyen de sortir en voiture. Nous étions piégés. Pendant quelques minutes, les conducteurs sont restés dans leurs voitures à nous fixer, puis ils ont tous commencé à sortir et à s'approcher de nous. Il y avait au moins 10 gars à l'allure plutôt rude, et à ce moment-là, j'étais convaincu que nous allions nous faire braquer. « Sortez vos portefeuilles », ai-je dit à Noël et à Jeanne en faisant de même. Je n'avais pas beaucoup d'argent sur moi, ce qui m'inquiétait, car je me demandais ce qu'ils feraient si ce n'était pas suffisant. J'étais terrifié, mais j'essayais de rester calme. Noël, elle, ne semblait pas du tout inquiète, ce que je ne comprenais pas, surtout qu'elle avait sa copine et une adolescente dans la voiture avec elle. Quant à Jeanne, elle était tellement effrayée qu'elle pleurait. Le type que je présumais être le chef du groupe s'est approché en premier, venant du côté passager où Jeanne et moi étions assises. Il nous a regardés à travers la vitre pendant un bref instant, puis lui et son groupe sont tous retournés à leur voiture et se sont garés normalement. Je ne voulais prendre aucun risque. J'ai crié et ordonné à Noël, d'un ton très ferme, d'aller au Burger King. Nous avons finalement retrouvé le reste du groupe et sommes arrivés à l'usine hantée, qui s'est révélée bien moins effrayante que ce que nous venions de vivre. Cela peut sembler anodin, mais je vous assure que c'était vraiment effrayant. J'ai plusieurs théories à ce sujet. La première est que les gars sont arrivés à la voiture, ont vu que nous n'avions probablement rien de valeur à leur offrir et ont changé d'avis sur le fait de nous voler. Mais cela me semble peu probable. Ma deuxième théorie est qu'ils pensaient que nous étions quelqu'un d'autre, jusqu'à ce qu'ils nous voient dans la voiture. Celle-là me semble plus plausible. Ma troisième et dernière théorie est qu'ils voulaient simplement nous faire peur pour s'amuser. Quelle que soit la raison, j'ai été vraiment terrifié, et aujourd'hui, 13 ans plus tard, je reste méfiante quand je vais dans cette ville. À la fin du mois d'octobre 1982, Marvin Léger, âgé de 69 ans, vivait avec sa femme, Edith, dans une banlieue verdoyante et paisible de la région de Mont-Royal, à Québec. Leur quartier était un endroit tranquille, mais chaque année, à Halloween, les rues s'animaient avec des légions d'enfants en quête de bonbons. Marvin et Edith se réjouissaient de voir les costumes colorés et créatifs et distribuaient des friandises avec plaisir à tous les petits monstres qui frappaient à leur porte. En 1982, Halloween tombait un dimanche. Alors pour éviter une hyperactivité induite par le sucre un soir d'école, la grande majorité des enfants firent leur chasse aux bonbons le samedi 30 octobre. Vers 9 heures du soir, le flot régulier de visiteurs avait commencé à se tarir, et les légers pensaient que le reste de leur soirée serait relativement calme. Mais vers 10 heures du soir, ils entendirent un dernier coup frapper à leur porte. Marvin se dirigea vers l'entrée, s'attendant à voir un dernier groupe d'enfants costumés, mais en ouvrant la porte, il sut immédiatement que quelque chose n'allait pas. Sur le seuil, se tenait un homme qui semblait porter une taie d'oreiller sur la tête, avec 2 trous découpés grossièrement pour les yeux. Ses yeux le fixaient avec une haine froide et calculatrice. Quand Marvin aperçut l'arme dans la main de l'homme masqué, il comprit que ce n'était pas un simple enfant en quête de friandises. L'homme masqué leva son pistolet, le pointa directement sur la tête de Marvin et lui ordonna de reculer. Marvin leva simplement les mains et obéit, pensant qu'il avait affaire à un cambrioleur armé. Il lui dit qu'il pouvait prendre tout ce qu'il voulait, qu'il n'y avait pas grand-chose de valeur dans la maison. Mais selon Edith, c'est à ce moment que l'homme masqué dit quelque chose comme « Je sais pour le coffre-fort ». À la connaissance de Marvin, seuls lui et sa femme étaient au courant de l'existence du coffre-fort qu'il gardait caché dans son bureau. Réaliser que cet intrus connaissait son existence dut être terrifiant.
Vous voyez, Marvin avait peu confiance dans le système bancaire centralisé et préférait garder la majeure partie de ses économies à portée de main. Cela signifiait que son coffre-fort contenait plus de 40 000 $ ainsi qu'une valeur de 5 000 $ en lingots d'or. Naturellement, Marvin et Edith s'étaient efforcés de garder l'existence du coffre-fort secrète. Mais il n'y avait pas le temps de se demander comment l'homme masqué avait pu en entendre parler. S'il réussissait à vider le coffre, les répercussions financières seraient catastrophiques. C'est avec cela en tête que Marvin tenta soudainement de désarmer l'homme masqué dans un geste désespéré pour protéger sa fortune. Cependant, l'homme fut plus rapide et en une fraction de seconde, tira une balle qui traversa le cou de Marvin. Se rendant compte que le vol avait mal tourné, l'homme masqué s'enfuit rapidement de la maison des légers, retirant son masque sur le chemin de la fuite avant de le jeter par-dessus une clôture de jardin. Une Edith dévastée appela rapidement le 911, mais malgré le transport en urgence de Marvin dans un hôpital de Montréal, il succomba à ses blessures pendant une opération d'urgence aux premières heures du 31 octobre. Edith étant incapable de fournir une description physique précise du suspect, les détectives chargés de l'affaire n'avaient aucune idée de l'identité du meurtrier. Le seul indice qu'ils avaient concernait la connaissance du coffre-fort, ce qui indiquait une forte probabilité que le suspect soit un membre de leur cercle social élargi, soit même un jeune parent de Marvin. La petite fille du couple, Thérèse Lachance, se souvient de la nouvelle du meurtre de Marvin. « Vous devenez engourdi », a-t-elle déclaré à un média local. « J'ai dû ramener ma grand-mère à la maison pour chercher des médicaments. Vous entrez, et vous ne pouvez pas croire que cela se passe vraiment. Vous voyez le sang, et vous savez que c'est réel. » Au fil des mois, la police ne parvint pas à identifier de suspect, et Edith devint de plus en plus déprimée et désespérée. Son chagrin atteignit son paroxysme lors du dîner de l'Action de grâce, où elle subit une véritable dépression nerveuse. Elle mourut quelques mois plus tard. Elle a juste arrêté de manger et s'est effondrée, se souvient sa fille. Elle pleurait et pleurait encore. Et je n'oublierai jamais le moment où ils l'ont portée hors de la maison sur une chaise. Ils ont toujours dit qu'elle était morte de chagrin parce qu'elle ne voulait pas être seule. En 2010, l'affaire fut rouverte dans l'espoir de trouver des indices ADN sur la taie d'oreiller jetée par le meurtrier, mais malheureusement, les analyses médico-légales n'ont rien donné. Pourtant, l'aspect le plus terrifiant de cette affaire est que la famille Léger et leurs proches semblent savoir exactement qui est le meurtrier. La seule chose les empêchant d'obtenir la justice qu'ils méritent est le manque de preuves corroborantes. Pendant longtemps, nous n'avons rien poursuivi parce que nous savions dans nos tripes qui c'était, a déclaré Thérèse Lachance. Mais il y avait de la peur. Grand-mère vivait toujours dans la peur. À ce jour, aucun suspect n'a été officiellement nommé en lien avec le meurtre de Marvin Léger. Son assassin continue de se cacher à la vue de tous. Alors, cet Halloween, faites attention à qui vous ouvrez votre porte, car parmi les foules d'enfants innocents se cachent peut-être des personnes très dangereuses. Cela s'est passé en octobre 2006. À cette époque, j'avais 19 ans, un jeune avide d'aventure. Un vendredi soir, après avoir terminé mon service chez McDonald's, j'ai retrouvé des amis qui ont proposé de visiter un lieu soi-disant hanté, appelé le Pont Blanc. Mon pote Bastien avait récemment entendu parler de cet endroit et a commencé à nous raconter les légendes associées à ce pont en bois centenaire. Toujours partant pour une expérience effrayante, nous sommes tous montés dans ma Ford Focus verte et avons pris la route. Bastien me donnait des indications, nous éloignant de la route principale. En quelques minutes, nous étions sur des chemins de terre, entourés de bois et de champs de maïs. Notre seul point de repère était une tour de télécommunications clignotant au loin. Nous pouvions sentir que nous nous éloignions de la ville, car nos téléphones commençaient à perdre du réseau. À chaque kilomètre, nous nous enfoncions davantage dans ce qui ressemblait vraiment au milieu de nulle part. Bastien a répété la légende liée au pont. Au début du XXe siècle, un fermier local avait découvert que sa femme bien-aimée le trompait avec un autre homme. Dans un accès de rage, il les avait tués tous les deux. Après ce double meurtre, le fermier, errant dans les environs, serait finalement arrivé au Pont Blanc.
Réalisant l'horreur de son acte, il aurait préféré mourir plutôt que de faire face aux conséquences. Il aurait alors passé une corde autour d'une des poutres du pont et se serait pendu. Avec le recul, je sais que cette histoire est probablement fictive, mais à l'époque, nous y croyons sans réserve. Après une longue route chaoteuse, Bastien m'a demandé de tourner à droite sur un chemin que je n'aurais jamais remarqué sans son indication. En tournant, nous avons aperçu le pont blanc. Il ressemblait à un décor de film d'horreur, un vieux pont en bois, rongé par le temps, surplombant une rivière, au milieu de nulle part. Nous avons garé la voiture sur le côté de la route et sommes descendus pour explorer les lieux. Ce qui a immédiatement attiré notre attention, c'était un épouvantail abandonné à l'entrée du pont. Mon ami Michel, toujours prêt à prendre des risques, souvent idiots, a ramassé l'épouvantail et l'a enflammé. Le corps de paille s'est rapidement embrasé, et Michel le brandissait fièrement à côté du vieux pont en bois sec. Réalisant le danger, je lui ai dit de le jeter dans la rivière pour l'éteindre, ce qu'il a heureusement fait. Après nous être assurés qu'il ne restait aucun tison pouvant allumer un incendie, Bastien a suggéré de remonter dans la voiture et de la garer sur le pont. Selon la légende, si l'on gare la voiture au milieu du pont, la met en point mort et coupe le moteur, l'esprit du fermier mort viendrait pousser le véhicule pour le faire quitter le pont. Naturellement, nous devions essayer. Nous sommes donc remontés dans la voiture et avons fait exactement ce qu'il a dit. Nous nous sommes garés à mi-chemin du vieux pont grinçant et avons coupé le moteur. Nous sommes restés là, dans le noir total, sans rien dire, attendant que quelque chose se passe. Les seuls sons étaient là les grincements du pont, l'écoulement de la rivière sous nous, et des pas. Soudain, la porte arrière côté conducteur s'est ouverte et une femme est entrée brusquement, se glissant à côté de mes deux amis assis à l'arrière. Elle semblait avoir une trentaine d'années, de longs cheveux noirs et raides, minces, vêtue d'une chemise à carreaux et d'un jean. Cela fait longtemps, mais je me souviens à peu près de la conversation. « J'ai vu votre signal de feu », dit-elle. « Pardon ?» répondis-je complètement effrayé et à court de mots. « Je suis tellement contente que vous soyez venu. La voiture de mon copain est tombée en panne plus loin. J'ai besoin d'un coup de main. » Mon esprit essayait de comprendre la situation. « Désolé, mais qui es-tu » demandai-je. « Que fais-tu ici au milieu de nulle part ?»« Je vous l'ai dit » répondit-elle sèchement. « La voiture de mon copain est en panne. Pouvez-vous m'emmener pour que je n'aie pas à marcher tout le chemin ?» Elle pointait une petite route qui bifurquait à droite de l'autre côté du pont. Mon ami Michel, toujours galant et pyromane, ajouta « Si tu cherches un endroit pour passer la nuit, tu peux venir chez moi. J'ai plein de trucs à boire. » Je l'ai interrompu. « Non, écoute, désolé, mais je ne te connais pas. Tu viens de monter dans ma voiture et tout cela est vraiment bizarre. Tu pourrais être une meurtrière pour tout ce que j'en sais, donc désolé, mais tu dois descendre. » Elle me lança un regard noir dans le rétroviseur. Si les regards pouvaient tuer, j'aurais été mort. « Vous m'avez fait un signal » répondit-elle, irritée. « On ne t'a pas fait de signal. Descends. » Elle poussa un soupir agacé, sortit de la voiture et s'éloigna dans la direction d'où elle était venue, disparaissant dans la nuit. J'ai immédiatement redémarré le moteur et regardé mes amis. Ils affichaient tous des expressions d'incrédulité. Sans dire un mot, j'ai mis la voiture en marche et nous avons lentement quitté le pont. Nous devions faire demi-tour pour repasser de l'autre côté du pont et revenir par le chemin par lequel nous étions venus. Le seul moyen de le faire était de prendre le petit chemin où la femme avait dit que la voiture de son copain était en panne, puis de reculer. En empruntant le chemin, mes phares ont éclairé 3 panneaux que je n'avais pas vus depuis le pont. Propriété privée, défense d'entrée et interdiction d'accès. En regardant plus loin, il n'y avait aucun signe de la femme. Où qu'elle soit allée, ce n'était visiblement pas dans cette direction. Nous ne voulions pas rester plus longtemps, alors j'ai fait marche arrière, repassé le pont et nous avons commencé le trajet de retour. Nous n'avons pas beaucoup parlé sur le chemin du retour. Je pense que nous étions tous aussi stupéfaits, sauf Michel, qui a demandé s'il connaissait quelqu'un qui serait éveillé à cette heure pour lui vendre un peu d'herbe. Je suis retourné au Pont Blanc quelques fois après cet événement, mais rien de notable ne s'est produit lors de mes visites suivantes. Malheureusement, quelques années plus tard, des vandales ont incendié le vieux pont. Il a été reconstruit, mais d'après ce que j'ai entendu, ce n'est plus pareil qu'avant.
Je n'ai pas l'intention d'y retourner pour vérifier. À cette étrange femme qui est montée dans ma voiture en plein milieu de nulle part à 2 heures du matin, j'espère que nous ne nous reverrons jamais. Née le 9 août 1990, Teresa Lynn Vagus vivait à Dickinson, Texas, avec sa grande famille aimante. Teresa était très proche de ses 2 sœurs aînées, mais elle avait une relation particulièrement spéciale avec sa grand-mère, dont la maison était un refuge pour elle lorsque la vie familiale devenait trop chaotique. C'était une bonne élève et elle menait une vie sociale active. Il n'était donc pas inhabituel qu'elle rentre tard, même pendant les jours d'école. Et Halloween 2006 ne faisait pas exception. Teresa avait dit à ses parents qu'elle prévoyait d'assister à une fête costumée avec des amis du lycée, mais en réalité, elle avait prévu de rencontrer un jeune homme de 19 ans, qu'elle avait rencontré en ligne et avec qui elle échangeait depuis un certain temps. Elle était probablement excitée à l'idée de le rencontrer en personne, mais elle ignorait que cette nuit serait la dernière de sa vie. Quelques jours plus tard, le corps de Teresa fut découvert par un motard sur une piste de motocross. Elle était enterrée dans une tombe peu profonde, à seulement 200 mètres de son lycée. Lorsque les détectives de l'homicide commencèrent à enquêter sur son meurtre, leur première piste fut d'examiner ses relevés téléphoniques. Teresa avait apparemment appelé son rendez-vous vers 22 heures et envoyé un message disant qu'elle avait du mal à trouver leur lieu de rencontre. Cela faisait évidemment de lui le principal suspect, mais une expertise médico-légale prouva rapidement son innocence. Aucune trace de son ADN ne fut trouvée sur le corps de Teresa. Les forces de l'ordre parvinrent à la situer à une fête sur California Avenue, aux alentours de 23 heures. Cependant, il semble que Teresa ait ensuite visité une autre fête sur Bramble Lane, où elle fut aperçue peu après minuit, en compagnie d'un homme décrit comme plus âgé qu'elle. L'identité de cet homme reste floue, mais il est l'une des dernières personnes à avoir vu Teresa vivante. L'incapacité des autorités à l'appréhender symbolise bien les frustrations et échecs dans cette affaire. Malgré le peu de détails révélés, la police déclara que tout portait à croire qu'il y avait eu acte criminel. Il fut plus tard découvert que Teresa avait été sauvagement battue, ce qui imposa un enterrement dans un cercueil fermé, en raison des dommages causés à son corps, après avoir été jetée dans un fossé de drainage. Certains rapportèrent que les marques de ligature sur son corps étaient parmi les pires qu'ils avaient jamais vues, et que, lorsqu'on retrouva son corps, une ceinture était encore fermement nouée autour de son cou. Il fut aussi révélé que ses cheveux avaient été coupés, ce qui pourrait indiquer une motivation personnelle ou que le tueur était assez perturbé pour prendre cela comme un trophée. Après avoir lancé un appel à témoins, plusieurs personnes signalèrent avoir vu un homme de type caucasien, aux cheveux longs et sombres, se comportant de manière suspecte près du lycée, le soir d'Halloween. Une équipe de volontaires retrouva également une paire de lunettes et une barrette à cheveux non loin du fossé de drainage, toutes deux appartenant à Teresa, ce qui suggérait qu'elle avait tenté de résister à son agresseur avant d'être finalement maîtrisée. De l'ADN appartenant au meurtrier fut prélevé sur le corps de Teresa, mais presque 15 ans après les faits, cet ADN n'a toujours pas permis d'identifier un suspect. Il est important de noter que plus de 45 personnes ont été interrogées dans le cadre de l'enquête, mais aucune n'a été officiellement inculpée pour le meurtre de Teresa. Le 1er novembre 2016, presque 10 ans jour pour jour après son assassinat, le service de police de Dickinson publia un communiqué concernant la mort de Teresa. Des développements significatifs ont eu lieu au cours des 10 dernières années, mais les enquêteurs cherchent encore des informations supplémentaires pour aider à apporter une clôture pour la famille de Teresa. L'utilisation du terme « développement significatif » souleva beaucoup de questions, mais on ne sait toujours pas de quoi il s'agissait exactement. Certains ont cependant suggéré que l'affaire pourrait être liée à une série d'autres meurtres survenus dans ce que l'on appelle les Texas Killing Fields. 9 mois après le meurtre de Teresa, le corps de Bridget Guerin fut retrouvé à Crystal Beach, une plage située à environ 1h30 de route de Dickinson. Le crime présenta des similitudes troublantes avec celui de Teresa. Bridget fut battue, étranglée et agressée sexuellement avant d'être retrouvée à moitié nue près d'un plan d'eau. Bien qu'aucun lien officiel n'ait été établi entre les deux affaires,
il est plausible que les meurtres aient été commis par la même personne, étant donné la proximité géographique et la période relativement proche. Les Texas Killing Fields désignent une zone de 50 miles le long de l'Interstate 45, reliant les villes de Houston et Galveston. Cette région devint tristement célèbre après la découverte de 4 corps près des champs de pétrole de Calder, à seulement quelques kilomètres de l'endroit où le corps de Teresa fut retrouvé. Depuis les années 70, les disparitions de près de 30 jeunes femmes ont été associées à cette région, parfois décrite comme un cimetière de tueurs en série. En raison de l'isolement prononcé de la zone, certains théorisent que plusieurs tueurs en série y auraient opéré au fil des ans, bien que seules quelques affaires aient été officiellement reliées. Un autre meurtre lié à cette région est celui de Sarah Trusty, 23 ans, retrouvée au Texas City Dike le 28 juin 2002, soit 4 ans avant Teresa. Le dike se trouve à seulement 16 miles du lycée de Dickinson, ce qui rend probable l'hypothèse que le même meurtrier soit responsable des 2 crimes. Cependant, en raison du temps écoulé et du manque de nouvelles preuves, il est peu probable que le meurtrier de Teresa soit un jour traduit en justice. Peut-être cet homme vit-il encore dans la région de Dickinson, attendant patiemment sa prochaine victime. Et quand il frappera à nouveau, il se pourrait bien que les Texas Killing Fields deviennent une fois de plus le dernier lieu de repos d'une innocente jeune femme. Le matin d'Halloween de 1981, alors que le soleil se levait sur le couvent Saint-François à Québec, sœur Thérèse Beauregard, âgée de 76 ans, dormait profondément dans sa petite chambre sobrement décorée. En temps normal, sœur Thérèse se réveillait à 5 heures du matin et descendait à la chapelle du couvent pour assister aux prières du matin. Cependant, le matin du 31 octobre, l'une de ses plus proches confidentes remarqua son absence avec inquiétude. « J'étais préoccupée parce qu'elle ne manquait jamais la prière du matin », déclara plus tard sœur Angèle Martin. Après la fin des prières, un groupe de religieuses se rendit dans la chambre de Thérèse pour vérifier si tout allait bien. À leur arrivée, elles trouvèrent la porte de sa chambre fermée, ce qui était extrêmement inhabituel. Sœur Thérèse, ayant des difficultés d'audition, laissait habituellement la porte entr'ouverte pour entendre le carillon du matin. En ouvrant la porte, les religieuses ne s'attendaient pas à la scène qui les attendait. Sœur Thérèse gisait nue sur le sol de pierre froide, les bras étendus le long de son corps, dans une mare de sang entourant sa tête découverte. Une des religieuses se précipita pour lui prodiguer les premiers secours, mais il était déjà trop tard. Sœur Thérèse était morte. À première vue, il semblait que son traumatisme crânien mortel résultait d'une chute accidentelle. Et afin de préserver sa dignité, ses consoeurs enveloppèrent son corps nu dans un drap de lit et le placèrent sur son lit. Alors que la nouvelle de son décès soudain se répandait dans le couvent, une jeune sœur, sœur Florence, se rendit dans la chambre de Thérèse pour lui rendre un dernier hommage. Mais en s'asseyant près du corps, Florence remarqua quelque chose qui lui glaça le sang. L'une des fenêtres de la chambre était entr'ouverte et une vitre était brisée. Sœur Florence réalisa que quelqu'un avait pu entrer par effraction dans la chambre de Thérèse, et si c'était le cas, sa mort pourrait ne pas être un accident, contrairement à ce qu'elles avaient d'abord pensé. Après avoir reçu un appel d'urgence du couvent, 2 policiers se rendirent sur place pour procéder à un premier examen du corps de sœur Thérèse. C'est à ce moment-là que les premiers signes d'homicide furent découverts. Elle avait de sévères ecchymoses autour du cou, et en l'absence de preuves d'une intrusion forcée, les policiers en conclurent qu'elle avait effectivement été assassinée. Pourtant, après un examen à la morgue locale, les forces de l'ordre apprirent que sœur Thérèse avait non seulement été battue et étranglée par un agresseur inconnu, mais qu'elle avait aussi été agressée sexuellement. En analysant une série d'empreintes digitales prélevées dans la chambre, la police découvrit qu'elles appartenaient à un jeune homme de 17 ans, nommé Jean-François Gauthier. Lors de son procès pour meurtre, Jean-François nia toutes les accusations, malgré les preuves accablantes contre lui. Des cheveux trouvés sur la scène du crime correspondaient exactement à ceux de Gauthier, et un couteau de cuisine retrouvé sous le lit de Thérèse provenait d'un jeu de couteau que Jean-François possédait chez lui. Jean-François admit s'être introduit dans le couvent la nuit du meurtre, mais affirma que son intention était uniquement de voler.
Il aurait pénétré dans le couvent non par la chambre de Thérèse, mais par la porte d'entrée, et son trajet l'aurait mené de la salle des médicaments à la cafétéria, où il prétend avoir pris le couteau. Il déclara également être entré dans plusieurs chambres, dont celle de Thérèse, et expliqua la présence de ses empreintes sur le lit en affirmant qu'il s'était appuyé sur le montant en essayant de saisir un crucifix de valeur fixé au mur. Une fois le crucifix récupéré, il aurait quitté le couvent et serait rentré chez ses parents vers 10 heures du soir. Cependant, une des religieuses témoigna qu'il était impossible qu'il ait pu entrer par la porte principale, celle-ci n'étant ouverte que pour des visites programmées. Une autre religieuse réfuta également l'affirmation selon laquelle il aurait volé un crucifix coûteux, car sœur Thérèse avait fait vœu de pauvreté et n'aurait possédé aucun objet de luxe. Lors du procès, le procureur fit appel à un psychologue ayant interrogé Jean-François pendant sa détention. Ce dernier décrivit l'accusé comme étant gravement mentalement déficient, le qualifiant de psychotique chronique. Il ajouta qu'il avait l'un des passés d'abus les plus violents qu'il ait jamais rencontré en 28 ans de pratique. Le tribunal apprit que Jean-François avait été victime de sévices sexuels infligés par son beau-père dès son plus jeune âge. Ce beau-père le livrait à d'autres agresseurs moyennant rémunération, tout en l'abreuvant de drogue et d'alcool pour le réduire au silence. Malgré ces tragiques révélations, le passé de Jean-François fut utilisé pour le dépeindre comme un jeune homme violent et instable. Combiné aux nombreuses preuves physiques, cela poussa le jury à le condamner pour meurtre au premier degré. Il fut condamné à mort en septembre 1982. Jean-François passa les 10 années suivantes dans le couloir de la mort jusqu'à ce que la date de son exécution soit fixée au 6 janvier 1992. Cependant, quelques jours avant l'injection létale, une tentative d'intervention vint d'un lieu tout à fait inattendu. Le chef de l'Église catholique, le pape Jean-Paul II lui-même, contacta le Conseil des grâces du Québec pour demander la clémence. Non seulement il s'opposait fermement à la peine de mort, mais le pape soutenait également qu'une quantité considérable de nouvelles informations venaient d'émerger, certaines suggérant que Jean-François pourrait être innocent. Le gouverneur du Québec finit par céder et organisa une réunion pour décider si la peine de mort de Jean-François devait être commuée. 17 membres du Conseil votèrent, mais aucun d'eux ne souhaita commuer sa sentence. En conséquence, Jean-François Gauthier fut exécuté le 11 février 1992, à seulement 28 ans. 12 ans après son exécution, un avocat de Québec, M. Jacques Quetienne, décida de prouver l'innocence de Jean-François. Il déclara à un média local que « les preuves récemment découvertes de l'innocence de Jean-François Gauthier sont si accablantes qu'elles feraient douter même les plus fervents partisans de la peine de mort. » Il envoya également une lettre au Conseil des grâces, soulignant les nombreuses similitudes entre le meurtre de sœur Thérèse et celui de Madame Marie-Dominique Bouchard, une femme de 77 ans, assassinée 3 mois avant sœur Thérèse dans le même quartier. L'homme reconnu coupable du meurtre de Madame Bouchard, Léon Perrier, était incarcéré au moment de l'enquête de Quetienne, mais faute de ressources, la police ne put rouvrir officiellement l'affaire. Même si le meurtrier s'avérait être Léon, quelques années de plus ajoutées à sa peine ne changeraient rien. La sentence de mort, cependant, prive à jamais les innocents condamnés à tort de la justice rédemptrice qu'ils méritent. Avec Léon approchant de la fin de sa vie, il devient de plus en plus difficile de parler à quiconque sachant vraiment comment sœur Thérèse Beauregard a perdu la vie. Peut-être ne saurons-nous jamais l'identité de son véritable meurtrier, mais une chose est certaine, un homme capable de violer et de tuer une religieuse dans sa 70e année est un véritable monstre. Halloween de 2005 restera toujours gravé dans ma mémoire, mais pas dans le bon sens du terme. Mes amis et moi étions en seconde au lycée, une période de transition dans nos vies, et la façon dont nous célébrions Halloween évoluait aussi. Pendant notre enfance, nous faisions du porte-à-porte pour collecter des bonbons, souvent accompagnés par des adultes. Puis, entre 12 et 14 ans, on nous avait autorisés à sortir seuls pour Halloween. Mais maintenant que nous avions 15 ou 16 ans, nous avions décidé que nous étions trop vieux pour mendier des friandises. Contrairement à l'année précédente, aucune soirée d'Halloween n'était prévue, du moins, aucune à laquelle nous avions été invités.
Cela signifiait que nous n'avions rien de prévu pour l'une de nos nuits préférées de l'année, et il fallait trouver une solution rapidement. On aurait pu se retrouver chez l'un d'entre nous pour manger des pizzas et regarder des films d'horreur, mais Halloween nous avait conditionnés à avoir besoin d'être dehors cette nuit-là. Le dimanche avant Halloween, je me souviens avoir passé la journée entière sur MSN Messenger, guettant si quelqu'un trouvait quelque chose de cool à faire. Puis, soudain, notre ami Brian a eu une idée géniale. Il nous proposait de traîner avec son cousin aîné, Cédric, et ses potes, près d'une école abandonnée au bord d'une rivière. Cédric et ses amis étaient un peu plus âgés que nous et fréquentaient un autre lycée, mais nous avions déjà traîné avec eux. La rumeur disait qu'ils avaient acheté quelques packs de bière et qu'ils étaient prêts à partager, à condition qu'on mette tous un peu d'argent. Cela sonnait comme de la musique à mes oreilles. Qui se souciait de ne pas être invité à une soirée en costume? Nous allions avoir un feu de camp, de la musique et surtout de la bière. Halloween tombait un lundi cette année-là et toute la journée à l'école, mes amis et moi étions excités à l'idée de cette nuit. Après l'école, je suis rentré, j'ai mangé et fait quelques devoirs. Puis, juste au moment de sortir, ma mère est entrée dans ma chambre et a lâché une bombe. Elle voulait que j'accompagne mon petit frère pour faire du porte-à-porte dans le quartier. Cela signifiait que j'allais arriver à notre soirée Halloween avec au moins 1 heure de retard, et ça ne me plaisait pas du tout. Mais comme elle m'avait laissé le choix entre ça ou être privé de sortie, je n'ai pas eu le choix. Après environ 1h30 à traîner mon frère d'une maison à l'autre, je l'ai ramené chez nous, et je suis immédiatement reparti, appelant mes amis pour m'assurer qu'ils étaient bien sur place. Ils y étaient, donc j'ai couru tout le long du chemin, espérant qu'il restait encore quelques bières pour moi. En arrivant sur les lieux, j'ai trouvé cette école maternelle abandonnée, entourée d'une clôture et délabrée. Je pouvais déjà entendre de la musique et sentir l'odeur du feu de camp, mais quand je suis arrivé, je n'ai vu aucune bière à part celle que les autres avaient déjà en main. C'est là que les gars m'ont expliqué qu'ils avaient caché les bières dans une maison abandonnée derrière l'école. Comme j'étais arrivé en retard, c'était à moi d'aller chercher une nouvelle tournée pour tout le monde. Leur logique était que si la police arrivait, ils ne pourraient pas confisquer toutes les bières, juste celles que nous buvions à ce moment-là. Ainsi, on pourrait s'échapper puis revenir chercher le reste des bières plus tard pour continuer la soirée ailleurs. Cela avait du sens pour moi, alors je suis parti en direction de la maison en question. Je me suis dirigé vers une brèche dans la clôture en plastique. Je ne comprenais pas pourquoi il y avait 2 propriétés abandonnées si proches l'une de l'autre, mais le terrain derrière l'école donnait directement sur le jardin de la maison déserte. C'était envahi par les mauvaises herbes, et j'ai dû me frayer un chemin à travers les hautes herbes pour atteindre la porte arrière et les grandes fenêtres. Il faisait sombre, mais j'avais une lampe de poche et des indications sur l'endroit où la bière était cachée. Alors que je m'approchais de la porte, j'ai entendu des bruits à l'intérieur. Quelques secondes plus tard, dans le faisceau de ma lampe, j'ai vu une silhouette apparaître dans l'embrasure de la porte. La personne boitait, essayant de bouger aussi vite que possible. Dès qu'elle est entrée dans la lumière, j'ai reconnu l'un des amis plus âgés de Cédric. Immédiatement, je me suis mis à paniquer. Non seulement il semblait blessé, mais il avait un regard de terreur absolue sur le visage. Quand il m'a vu, il a crié « Mec, aide-moi !» J'étais trop terrifié pour lui demander ce qui se passait, mais alors que je m'apprêtais à faire quelque chose, il a crié encore plus fort, en se faisant tirer en arrière par quelqu'un dans la maison. Je savais que je devais l'aider, mais je savais aussi que je ne pouvais pas y arriver seul. J'ai couru aussi vite que possible, retraversant les 2 clôtures, jusqu'à l'école abandonnée. En arrivant près du feu, j'étais sur le point de dire à mes amis qu'il fallait appeler à l'aide, mais ils ont éclaté de rire. Ils étaient de plier en 2, se moquant de moi, imitant ma façon de courir, et je me suis dit que j'avais été victime d'une blague. Pour être honnête, c'était assez drôle, au moins pendant un moment. Je me suis tenu là, prenant la blague avec dignité, en hochant la tête. Puis, au bout d'un moment, un des amis de Cédric m'a demandé ce que Jay, celui que j'avais vu à la porte, avait fait pour me faire flipper à ce point. Il m'a semblé qu'il avait fait un excellent travail pour rendre son cri d'aide si convaincant. Mais lorsque j'ai mentionné que la chose qui m'avait vraiment effrayé était qu'une autre personne l'avait attrapé pour le tirer en arrière, le rire a commencé à s'éteindre. Cédric a échangé un regard inquiet avec l'un de ses amis et m'a dit
Tu plaisantes, hein? Je lui ai assuré que non, que j'avais vu quelqu'un le saisir. C'est alors que tout le monde a compris que quelque chose n'allait pas. Ce n'était pas une blague. Ce que j'avais vu était réel. Ils ont tous couru vers la maison abandonnée, et je les ai suivis, me sentant coupable de n'avoir rien fait sur le moment. Nous avons traversé les clôtures aussi vite que possible, criant le nom de Jay, des lampes de poche, éclairant chaque recoin de la maison. Ils l'ont finalement trouvé. Jay avait été gravement battu, à tel point que je ne le reconnaissais presque plus. Je venais de voir son visage quelques minutes auparavant, mais entre-temps, quelqu'un l'avait salement amoché. Il avait du sang sur la bouche et certains de ses vêtements étaient déchirés. Ce qui m'a le plus marqué, c'est qu'il était conscient, mais ne pouvait pas bouger. Chaque fois que quelqu'un essayait de l'aider à se lever, il se plaignait de douleurs à la poitrine. Pendant un moment, nous avons cru qu'il avait été poignardé ou même tiré dessus, mais heureusement, il n'y avait que du sang sur son visage. Les pompiers ont dû couper les chaînes qui fermèrent le portail pour que Jay puisse être évacué sur une civière. Comme l'appel au 911 mentionnait une agression violente, la police est rapidement arrivée sur les lieux. Heureusement, ils ne se sont pas intéressés au fait que nous avions bu, mais plutôt à savoir ce qui était arrivé à Jay. J'étais celui qui avait le plus d'informations à leur donner, mais ce n'était pas grand-chose. Nous avons dû attendre que Jay sorte de l'hôpital pour comprendre ce qui s'était passé. Il s'est avéré que la maison abandonnée était utilisée comme cachette pour de la drogue. Jay avait été attaqué par quelqu'un qui était probablement un petit dealer paranoïaque. Jay, ne se doutant de rien, était monté à l'étage pour se cacher et me faire une blague, mais en arrivant en haut des escaliers, l'agresseur l'avait violemment repoussé en bas. C'est à ce moment-là que je suis arrivé et que j'ai allumé ma lampe. Je crois que ce qui s'est passé cette nuit-là est la chose la plus effrayante que j'ai jamais vécue, que ce soit en tant qu'adolescent ou adulte. À ce jour, je n'ai jamais vu quelqu'un avoir aussi peur que Jay lorsqu'il a croisé mon faisceau de lumière et m'a supplié de l'aider. Je regrette seulement de ne pas avoir fait quelque chose tout de suite.